J'ai fait un rêve très étrange, et je vais le partager avec vous. En fait, dans ce rêve, je regardais un concours de beauté international à la télé. Toutes les ethnies et toutes les couleurs du monde étaient présentées. Les plus belles femmes de la planète défilaient les unes après les autres. Puis, le temps s'arrêta. Notre nouvelle reine de beauté. Qu'est-ce qu'elle est belle, me suis-dis-je. J'aimerais tellement lui ressembler. Dorénavant, ma nouvelle mission dans la vie serait de tout mettre en œuvre pour me rapprocher physiquement de cette beauté. Je ferai tout pour lui ressembler, de sa couleur ébène, sa cambrure voltigineuse, ses lèvres pulpeuses, ses grands yeux d'une couleur d'un café torréfié, ses cheveux, oh ses cheveux, touffus et dressés vers le ciel, telle une couronne florissante, et d'un coup, j'aperçois mon reflet dans le miroir de mon salon. Mais je suis physiquement aux antipodes de cette beauté, avec mon teint pâle, mes lèvres fines, mes cheveux raides et plats. Comment vais-je faire? Eh bien, tant pis. Je noircirai ma peau par tous les moyens inimaginables. Injections, séances d'UV, produits chimiques. Je gonflerai mes lèvres, je crêperai mes cheveux, je torturerai mon corps, quoi qu'il m'en coûte. Mais une chose est sûre, je mettrai tout, oh oui, tout en œuvre pour devenir une version, une copie exacte de cette déesse africaine. Salut les Agamas, aujourd'hui nous allons parler de stratégie marketing. En fait, c'est un business assez sombre. En préparant cette vidéo, je me suis demandé, est-ce que parce que la société trouve quelque chose de normal et acceptable, est-ce que ça veut dire que nous devons également l'accepter, l'encourager et l'embrasser totalement? Dans cette vidéo, j'ai décidé d'analyser et de comprendre le business autour de la dénaturalisation du cheveu afro. Que ce soit un business qui consiste à le camoufler sur les perruques ou le business qui consiste à le lisser par divers procédés. Tout d'abord, je vous propose un petit historique en fait du cheveu afro. L'histoire du cheveu afro remonte durant la période des grands empires africains. En fait, le cheveu représentait en fait ton statut social, représentait ton statut marital, représentait ta place dans la société. Le cheveu était un moyen de communication non verbal. En fait, grâce aux cheveux, on pouvait vraiment communiquer énormément de messages. Les moments que les femmes et les hommes également passaient à se coiffer, c'était vraiment des moments très importants, en fait, qui nous liaient les uns aux autres, à l'instar des salons de coiffure en ce moment. Voilà, c'était des moments de confidence, des moments de qualité vraiment privilégiés. Avec l'arrivée des oppresseurs sur le territoire africain, en fait, une des premières actions qui a été faite, c'était de couper les cheveux de tout le monde, femmes, hommes. En fait, c'était également dans le but parce que ils avaient compris que ce cheveu-là représentait un pilier important dans la culture noire africaine. Et c'est la raison pour laquelle, dans le but de chosifier le peuple, et également de l'oppresser, de le dominer et de le désorienter, en fait, on a décidé de couper ses cheveux. Vous doutez bien que pendant cette longue période d'oppression, en fait, les opprimés ne pouvaient plus simplement prendre soin de leurs cheveux. Quand est arrivé le temps des affranchissements, en fait, le peuple noir ne savait plus, avait oublié, n'avait plus la mémoire de l'entretien de son cheveu. Il ne savait plus comment faire. Alors, en a suivi une période de tâtonnement pour essayer de retrouver en fait une manière optimale de prendre soin de son cheveu. Dans la société où les nouveaux affranchis devaient évoluer, en fait, il fallait simplement se conformer aux standards de beauté à l'européenne. C'est-à-dire, il fallait avoir les cheveux raides. Cela te permettait te garantissait d'avoir un poste de travail. Ça te garantissait d'accéder à des postes beaucoup plus élevés. En fait, il a commencé à se créer un système en fait de
de colorisme, bien sûr, c'est-à-dire voilà, la classification des noirs selon leur couleur de peau, c'est-à-dire plus tu es clair de peau, c'est-à-dire proche de l'esclavagiste, plus tu avais les faveurs de l'esclavagisme. Par contre, plus tu étais foncé et plus c'était en fait connoté, tu étais connoté comme rebelle, tu étais connoté comme quelqu'un qui ne méritait pas sa place dans la société, en tout cas une place digne en fait dans la société. Donc et également le texturisme s'est installé, donc c'est des procédés qui disent simplement que les personnes qui ont des cheveux en fait les plus lisses, les plus proches possibles de la texture de la femme caucasienne ou du caucasien, c'était beaucoup plus acceptable et donc ils avaient droit à un travail en fait d'une meilleure position. C'est la raison pour laquelle Madame C.J. Walker a voulu répondre tout simplement à la demande qui se faisait de plus en plus grandissante des personnes noires qui voulaient en fait se dénaturaliser le cheveu pour pouvoir en fait être accepté dans la société. Au fil des années, le cheveu noir a systématiquement été dévalorisé. Il a toujours été accompagné de qualificatifs très dégradants. Au XXe siècle, la lutte pour l'émancipation du peuple noir a pris une grande ampleur. Et les coiffures afro sont devenues à la mode. En fait, c'était dans les années 60, 70. On a plusieurs leaders, dont l'une, bon, la plus connue, c'était Angela Davis, en fait, qui ont créé le mouvement Black is Beautiful. En fait, le mouvement était un mouvement contestataire contre, en fait, toutes les oppressions qu'avait subies et que subissait le peuple afro-américain. Et de là, en fait, pour signifier leur ras-le-bol en fait de toutes ces injustices sociales. En fait, ils ont décidé de porter leur afro, de laisser vraiment leurs cheveux fleurir sur leur tête, leur couronne simplement se dresser sur leur tête. En fait, le mouvement avait pris une telle ampleur que plusieurs femmes caucasiennes commençaient même à se crêper les cheveux pour pouvoir avoir en fait ce cheveu gonflé, ce cheveu afro. Elle enviait en fait ce cheveu qui était capable en fait d'une telle versatilité et qui était capable en fait de défier les lois de la gravité en fleurissant telle une couronne sur la tête de ces femmes noires. En fait, voilà, c'est créé en fait un climat de jalousie. Afro s'est mis à être banni. On a commencé une politique de dégradation de ce cheveu-là, qu'on disait en fait c'est un cheveu pour les personnes délinquantes, pour les personnes rebelles. On interdisait ça au bureau. On disait voilà, c'est pas une coupe à porter. Au travail, en fait, ça a recommencé en fait les oppressions autour du cheveu. Donc en fait tout ça a calmé les ardeurs en fait du peuple qui voulait simplement se déchaîner. Ce mouvement-là a pris quelques années, mais ensuite voilà, la leader, plusieurs leaders ont été emprisonnés, dont Angela Davis, et le mouvement s'est tassé petit à petit. Lui, dans les années 2000, on a entendu parler du mouvement Nappy. Donc le mouvement Nappy, c'était un peu comme le mouvement Black is Beautiful des années 60. En fait, c'était encore une tentative pour la femme noire de pouvoir encore retourner à son cheveu naturel. Aujourd'hui, on parle de body positive, etc. Mais sachez que malgré tous ces mouvements de body positive, on n'accepte toujours pas le cheveu noir. Début des années 2000, plusieurs youtubeuses commencent à laisser leurs cheveux naturels. Plusieurs personnes essayent en fait d'embrasser cette nature de cheveux. Puis est arrivé encore d'autres produits encore plus puissants, plus naturels, qui nous permettaient encore d'avoir des cheveux comme des caucasiennes, sans toutefois que ça puisse être détecté, sans gonflement, voilà. Donc, à côté de cela, et après, le fond social de cela, c'est que la plupart des gens, quand tu vas au travail, vont te complimenter quand tu n'as pas tes propres cheveux naturels. Ils vont te complimenter quand tu as mis une grande front lace et tout. C'est toujours autant compliqué de pouvoir porter son cheveu naturel. Je me suis posé la question de savoir pourquoi. Pourquoi en fait, malgré toutes ces tentatives en fait de retourner au naturel, pourquoi en fait ces mouvements ne prenaient pas plus d'ampleur que ça? Pourquoi à chaque fois ces mouvements s'essoufflaient? J'ai essayé de comprendre sur quel biais psychologique jouent en fait les publicistes pour pouvoir nous vendre, nous faire accepter. En fait, pour moi, ce qui me semble
inacceptable et tordu. En fait, les différents biais psychologiques, l'un des biais psychologiques qui est utilisé, en fait, c'est la conformité sociale. Quand ils font la pub, en fait, ou quand on est, on est bombardé par des pubs avec des femmes aux cheveux clairs qui sont en fait des femmes acceptées, des femmes adulées par les autres hommes. En fait, ça nous pousse également à vouloir nous conformer à cela et à aller acheter ces perruques pour ressembler à ces femmes-là. Psychologiquement, ça joue énormément sur nos petites filles quand elles regardent la télé et qu'elles voient que la majorité des femmes qui sont sélectionnées dans les pubs ou dans les films ou dans des clips vidéo, c'est souvent des femmes avec ces faux cheveux. Tu vas rarement voir une femme avec des cheveux comme les miens être considérée comme la femme la plus belle. Et en général, elle est bien pour jouer les rôles d'esclaves en fait. En fait, il y a aussi le fait de halo. Donc en fait, ces vendeurs de perruques ou de cheveux, de produits défrisants vont utiliser en fait des personnes très connues pour pouvoir en fait vendre leurs produits ou représenter leurs produits. Donc on le voit aussi beaucoup avec de youtubeuses noires. Hein. En fait, j'ai vu plusieurs. Il y a une période où elles se plaignaient énormément de se dire, ben non, pourquoi on me propose que des partenariats sur les perruques? En fait, c'est simplement pour créer cet effet de halo, c'est-à-dire que si cette youtubeuse elle a justement cette perruque sur la tête et qu'elle me la vend, donc en fait ça donne envie aux petites filles ou aux autres femmes d'aller acheter en fait ces perruques là tout simplement. En fait, il y a également le biais de dissonance cognitive. En fait, dans ces cas-là, en fait, c'est les femmes noires qui mettent des perruques parce que maintenant j'ai la perruque, je suis la version acceptable du noir dans la société. Elles se moquent en fait de ces femmes noires qui décident de porter leurs cheveux naturels en les traitant en fait, en les dénigrant. Et donc les publicistes peuvent également jouer dessus. En fait, également les vendeurs de perruques en fait, ils utilisent en fait un biais de la préférence pour la nouveauté. En fait, ils sont de plus en plus ingénieux pour pouvoir créer des perruques qui ressemblent de plus en plus aux cheveux caucasiens plutôt que de mettre l'énergie pour pouvoir nous proposer des produits pour l'acceptation de nos cheveux. Une autre chose que font les vendeurs de perruques en fait pour faire comprendre aux femmes noires que ces produits-là s'adressent à vous, c'est simplement d'utiliser les modèles noirs. C'est de dire voilà. Et surtout, ils ont cette tendance-là à faire un avant-après. Donc voilà, on va faire une femme qui n'est pas maquillée, qui n'est pas mise en valeur, et tout d'un coup, quand elle porte la perruque, ben voilà, elle est maquillée, elle est belle, donc avec ses cheveux là au vent. Donc en fait, toute la narrative autour du cheveu caucasien est mis dans un sens positif, et la narrative autour du cheveu noir, c'est comme la peau noire en fait, c'est toujours avec des adjectifs négatifs. Oh, il est raide, il est difficile, il est sec, il est abîmé. Et aussi les vendeurs mettent en avant la polyvalence de leur perruque en fait. Voilà, grâce à la perruque maintenant tu pourras faire des ponytails, grâce à la perruque tu pourras faire ci, tu pourras faire ça. En fait là maintenant ils jouent même également à teindre, parce que beaucoup de personnes disent oui mais parce que j'ai envie de teindre mon cheveu et je n'ai pas envie de l'abîmer. Je veux dire, pourquoi tu ne mets pas juste une perruque crépue noire si tu as envie une perruque crépue blonde ou bleue ou verte si tu as envie de changement de couleur? Pourquoi il faut absolument que pour changer tes cheveux, la couleur de tes cheveux, il faut que ça passe par un lissage de cheveux? Voilà. Et également ils utilisent en fait psychologiquement sur la confiance en soi. Donc dans leur pub en fait ils incluent le fait que quand tu n'as pas de perruque, donc voilà, tu n'as pas la confiance en toi, ou alors tu es une servante, souvent ça. Même et ce qui est triste, c'est que même dans des films nigérians que je regarde beaucoup, souvent c'est représenté la femme quand on est dans la misère, la femme de la misère, la femme de la pauvreté, c'est toujours celle qui a ses cheveux naturels. Mais une fois que elle est devenue la classe sociale, tu te rapproches du cheveu caucasien, ton cheveu, plus tu augmentes socialement, plus il se lisse. Voilà. En fait, toutes ces stratégies de marketing et ces biais cognitifs sont utilisés vraiment pour toujours promouvoir en fait la normalisation du fait que les femmes africaines, pour être acceptées, pour être belles, pour être considérées comme riches, pour être considérées comme importantes, pour pouvoir être assez considérées pour pouvoir apparaître dans des clips, dans des films. En fait, il faut que tu portes une perruque,
un cheveu caucasien, et après accessoirement tu dois te nettoyer la peau, accessoirement tu dois tu dois enlever ton nez épaté, tu dois t'affiner le nez. Ça joue vraiment sur différentes psychologies et différentes blessures en fait que l'on a acquises et que nous avons en fait intégrées dans leur ADN, dans leur manière d'agir et d'être en fait. Regardons ensemble d'où proviennent ces cheveux. Le procédé de récupération de ces cheveux humains, la majorité en fait sont des cheveux des populations des femmes indiennes. En fait, ces femmes-là, dans la majorité des cas, elles vont offrir dans des rites spirituels, elles vont offrir en fait dans des temples leurs cheveux suite à des rites spirituels pour pouvoir soit venir en aide à des personnes malades et donc qui ont des problèmes avec des soucis capillaires et donc s'attirer les bonnes faveurs de leur dieu, ou alors tout simplement certaines femmes revendent leurs cheveux puisqu'elles savent qu'il y a un business florissant dessus, elles revendent leurs cheveux parce que voilà, la misère leur pousse à le faire tout simplement. Et donc ces femmes-là, donc dans ces temples-là, on va parler du cas de l'Inde. En fait, ton cheveu est rasé et après alors les prêtres, les moines ou voilà les personnes qui sont dans le temple revendent ce cheveu-là pour pouvoir en fait faire des œuvres caritatives. Et donc ces cheveux-là sont majoritairement destinés à la femme noire. Pourquoi est-il important d'accepter son cheveu? De manière scientifique, il a été prouvé que ce cheveu-là, il pousse, il a cette texture-là pour des raisons en fait d'évolution. C'est que ce cheveu-là, il a pris cette texture-là parce qu'il a un rôle de protecteur. En fait, grâce à c'est une barrière naturelle contre les UV, contre les insolations. Et le cheveu noir également, en fait, c'est un cheveu très dense et très touffu, justement. Son côté très dense, très touffu, le fait qu'il soit sombre, noir, foncé, permet en fait d'absorber et de minimiser l'impact négatif du soleil sur la boîte crânienne tout simplement. Donc en fait le cheveu noir c'est vraiment un cheveu qui est très résistant malgré la maltraitance qu'on lui fait subir. En fait c'est un cheveu qui résiste. Il faut dire que c'est aussi un cheveu versatile. Sans toutefois passer par une dénaturisation comment dire en profondeur de manière irréversible, tu peux aller te lisser les cheveux. C'est-à-dire tu peux faire un brushing sur ton cheveu naturel qui te donnera également une texture en fait du cheveu caucasien mais avec un côté réversible. En fait ce cheveu là peut facilement passer du bouclé qui défie, de l'afro qui défie les lois de la gravité à un cheveu très lisse. À l'époque, les Amérindiens, en fait, voilà, on se souvient, ils avaient des très très longs cheveux, hommes comme femmes. En fait, c'était des populations qui gardaient leurs cheveux très longs. Et ces cheveux longs-là, en fait, ils expliquaient que le cheveu, en fait, c'était la continuité du crâne. En fait, le cheveu, c'est un peu comme le cheveu, pour eux, c'était un peu comme la continuité des cellules nerveuses. En fait, et on remarque même qu'il y a comment dire, il y a une similitude entre les différentes axones du cerveau et le cheveu. En fait, c'était considéré comme un instrument qui était utilisé pour l'intuition. Apparemment, quand tu laisses pousser ton cheveu, tu es connecté. Tu es connecté au plus haut et tu es connecté en fait de manière spirituelle parce que le cheveu dans les cultures vaudou était largement utilisé pour des rites spirituels, pour des rites de comment dire, de communication avec les puissances invisibles. En fait. Pourquoi ce cheveu-là est-il autant combattu? Pourquoi mettre autant d'énergie et tant de produits pour nous empêcher de porter nos cheveux naturels? Posez-vous la question, pourquoi il est aussi combattu? J'ai arrêté de me défriser les cheveux il y a à peu près 13 ans. 13 ans, tout pile. En fait, un jour, avant, je me défrisais les cheveux et je les teignais en blond. Et je me rendais compte que à chaque fois que je me défrisais, enfin, déjà, j'ai commencé à me défriser les cheveux comment? C'est à l'époque, j'avais 10-11 ans, j'allais en Europe et donc
ma grand-mère à l'époque, voilà, voilà, c'est transmis de génération en génération. On ne sait même pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi c'est inscrit dans notre ADN. Que pour être belle, pour être présentable, pour pouvoir être acceptée facilement dans le monde caucasien, il faut que tu te défrises de cheveux. Donc j'avais 10, 11 ans. Vous imaginez, j'entrais à peine dans l'adolescence. C'est quand je commençais à peine à construire mon identité qu'on a décidé de me défriser les cheveux. Bien sûr, j'étais toute contente. Enfin, j'aurais le cheveu lisse tant adulé par la population parce que tout le monde autour de moi avait les cheveux lisses. Tout le monde autour de moi, c'est à l'époque, on mettait des vieilles perruques en plastique, mais ça ressemblait aux cheveux des femmes qu'on admirait dans les telenovelas. Donc voilà, j'arrive en Europe et tout. Donc, je me rappelle un jour, mes cheveux naturels recommençaient à pousser. Ce qui fait que celles qui se défrisent les cheveux le savent. Voilà, t'as ton cheveu naturel qui pousse comme ça, donc qui pousse vers le ciel. Et t'as ton cheveu lissé qui fait ça, qui pousse vers le bas. Donc, ce qui se passe, c'est que tu as un truc gonflé, là, comme ça, quand t'as ta repousse, tu as ton cheveu naturel qui est là, et tu as ta repousse qui tombe. Donc, ça te fait une coiffure, en fait, vraiment de chien mouillé, quoi. C'est pas joli. Et directement, voilà, ma mère a continué en disant, il faut défriser tes cheveux. Donc, on me défrisait à peu près tous les 2-3 mois. Mes cheveux, dès que je commençais à avoir trop de repousse. Donc, j'ai grandi en étant imprégnée que mon cheveu naturel ne devait pas voir le jour. Il fallait le lisser dès qu'il apparaissait. Donc, j'ai continué, en fait, en grandissant de manière innée, naturelle, j'ai continué à défriser mon cheveu jusqu'au jour où j'avais une vingtaine d'années. Et ce jour-là, je devais aller à une fête avec mon compagnon. Donc, mais j'avais commencé après avec le temps, avec l'adolescence, j'ai commencé à teindre également mes cheveux, à les défriser, à les teindre. Donc un jour on devait aller à une fête. Ce jour-là, je me rends compte, en fait, que j'ai des repousses. J'essaye tant bien que mal de lisser, mais je n'y arrive pas. Mais ça faisait à peu près 1 mois que j'avais défrisé mes cheveux. Et je me suis posé la question, est-ce que je défrise? Parce que vraiment, ça m'embêtait. Je n'arrivais pas à vraiment avoir ce cheveu lisse que je recherchais. Donc, j'ai décidé, alors que ça faisait moins d'une semaine que je m'étais teint les cheveux, je me suis dit, bon voilà, jusqu'à présent, mon cheveu, il a toujours été résistant. Il a toujours accepté toutes les souffrances que je l'infligeais. Donc, essaye peut-être de défriser à nouveau. Donc voilà, je ne manquais jamais de défrisant dans mon frigo. Je prends le défrisant, je le mets sur ma tête. Je laisse un peu, je me dis, bah, allez, c'est que pour 10 minutes. Après, je me dis, non, 10 minutes, allez, laisse encore 10 minutes, comme ça va être bien lisse, bien plat. Encore, allez. Et à un moment donné, je me retrouve avec 30 minutes sur la tête et le défrisant commence à piquer. Elle commence à me gratter et tout. Donc, je me dis, bien sûr, c'est un produit toxique. Et à l'époque, je ne savais pas parce que c'était normalisé et accepté dans la communauté. Tout comme jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, on a beau nous dire que ça a des perturbateurs endocriniens, que si, que ça. On ne comprend pas. Et surtout que c'est un produit qui te brûle le crâne. Je veux dire, juste le fait que tu saches que si tu le laisses trop longtemps sur ta tête, tu brûles. Enfin, bref. Donc, ce jour-là, je me suis brûlée. Vraiment, en fait, ce qui s'est passé quand j'ai lavé mes cheveux, en fait, ça me piquait tellement. J'ai commencé à laver et tout, et ça piquait de plus en plus fort. Donc, je baisse, je mets de l'eau de plus en plus froide et tout, et ça pique, ça pique, ça pique. Et là, tout d'un coup, en frottant, parce que je mets le shampoing et j'essaie de frotter, et je me rends compte que mon crâne, en fait, il bouge. Il bouge. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était que la peau au-dessus là, en fait, elle s'était... l'épiderme, en fait, je sais pas si c'est ça, en fait, l'épiderme s'était décollé. En fait, mon cheveu, il pendait comme ça. Il était en train de pendre. Mon crâne, un bout de mon crâne pendait. Donc, de là, je crie. J'appelle mon compagnon en lui disant, il se passe quoi sur ma tête? Il regarde, me dit, mais t'as brûlé. Il y avait plein de cratères, de blessures, en fait, de parts ouvertes. J'avais une douleur, mais une de ces douleurs. Alors, il me dit, pourquoi tu fais ça? Je dis, je ne sais pas. Bon, finalement, je n'ai même pas été à la fête, bien sûr, parce que je faisais ça pour être belle à une fête. Et mon crâne était brûlé. Puis, je rince tant bien que mal, mais je ne rince pas bien parce que j'ai trop mal. J'ai tellement mal et je me suis dit, et le pire, c'est que cette pratique est tellement considérée comme normale. Et j'avais déjà été brûlée avant. Et à chaque fois que tu as été brûlée, jamais on te dit va à l'hôpital. Alors c'était une vraie brûlure. Et de là, je n'ai même pas pensé à aller à l'hôpital. J'ai juste dit, je laisse.
J'ai mis un peu de crème, de produits gras, comme les mamans nous faisaient quand on était plus jeunes. J'ai mis un peu du gras, de la vaseline sur la tête. J'ai mis un foulard et je suis allée dormir. Le lendemain, les cheveux étaient tout collés sur mon crâne. Et donc, il a fallu que petit à petit, je commence en fait à mettre du gras, parce que en fait c'était une croûte s'est formée sur tout mon crâne. Donc j'ai commencé à cacher, à mettre le foulard, à mettre des perruques pour pouvoir en fait sortir. Et un jour, voilà, petit à petit, après des jours, des semaines passent, donc mon cheveu il recommence à, voilà, le côté lisse là que je cherchais tant, il commence à se faire voir, mais mon cheveu il est fortement abîmé, il n'est plus voilà, une texture vraiment, vous imaginez, quand on dit la paille, c'était vraiment de la paille en fait. De la paille, déjà du côté parce que c'était tout jaune comme de la paille. Et aussi c'était raide, mais raide et sec, c'était vraiment... Et alors... et de là, malgré ça, j'essaie quand même de coiffer, j'essaie quand même de lisser, j'essaie de mettre des perruques à moitié, voilà, la perruque derrière, mais mon cheveu devant. Et un jour... alors que je n'arrivais pas à les coiffer, alors que j'essayais de camoufler tous les cratères, tous les trous que le défrisant m'avait laissé sur la tête, mon compagnon me regarde et me dit « Pourquoi tu te fais ça ?» Il me dit « Pourquoi tu te fais ça ?» Alors je lui dis, il ne m'avait jamais connu avec mes cheveux. En fait, il ne m'avait jamais connu avec mes cheveux. Et le pire, c'est que j'étais la première africaine avec laquelle il sortait. Donc, il ne connaissait même pas vraiment la texture des femmes crépues des cheveux des femmes noires. En fait, parce qu'autour de lui, toutes les femmes se défrisaient les cheveux depuis qu'il était né. Donc, il a toujours connu que ça. Alors, un jour, il me dit « Pourquoi tu te fais ça? Pourquoi tu laisses pas tes cheveux ?» Il faut dire que c'était un noir. Hein. Et je lui dis « Je sais pas, je sais pas. » J'ai toujours été habituée à ça. Il me dit, on rase. Il me dit, on rase. C'est bon, cette souffrance-là, ces trucs-là, on rase. Et là, il a pris sa tondeuse, il m'a rasé complètement les cheveux. Vous savez quoi? C'est la première fois, en fait, ce sentiment de liberté que j'ai éprouvé, c'était libératoire, libératoire, cette souffrance était finie. En fait, j'étais tellement fière de sortir dans la rue sans avoir à me préoccuper de comment mes cheveux, etc. Et mon compagnon, il m'a dit, t'es super belle comme ça, tu n'as pas besoin de tout ça. Je te trouve belle, je te trouve naturelle, c'est mieux. Puis mon cheveu naturel s'est mis à pousser sur mon crâne. Et c'était très bizarre parce que lui comme moi, on découvrait ma texture de cheveux que je ne connaissais même plus. Puisque pour moi, la texture là qui était, comment dire, qui gonflait, c'était pas quelque chose avec laquelle je m'habituais. Parce que dès que ça commençait, pouf, je défrisais. Donc c'était bizarre de découvrir mon vrai cheveu à 20 ans. Et quand je pense que cette histoire-là, plusieurs personnes continuent à vivre ça de nos jours. Plusieurs femmes ne connaissent pas la texture de leurs cheveux. Ne savent pas comment prendre soin de leurs cheveux. En plus, je suis sûre que c'est des cas réels. Je suis sûre qu'il y a des femmes qui s'éclaircissent la peau depuis tellement longtemps qu'elles ne connaissent même plus la vraie couleur de leur peau. Elles ne savent même plus à quoi ressemble vraiment ma vraie teinte. C'est dingue. Et donc, à partir de ce moment-là, je me rappelle, il y a 13 ans de cela, je n'ai plus jamais, je n'ai mis un produit défrisant sur ma tête. Mais petit à petit, en fait, plus mes cheveux poussaient, plus je les aimais. Et de temps en temps, je les laissais en fait, voilà, à découvert. Je laissais, comment dire, sans me coiffer. Vous voyez, je le dis même moi-même sans me coiffer, parce qu'on me faisait remarquer quand mon cheveu était naturel. Si je tenais par exemple un afro-puff ou quoi, les gens me disaient pourquoi tu te coiffes pas? Pourquoi tu te coiffes pas? Je veux dire, mon entourage me disait naturellement, mais coiffe-toi. Ah, tes cheveux, on dirait une folle. Oui, oui, parce que c'est toujours associé. En plus, c'est nous-mêmes qui dénigrons ça. Parce que c'est comme si toi, tu essaies d'échapper à comment dire. En fait, c'est comme, je ne sais plus, je crois que c'était Idriss Aberkan qui avait expliqué ce truc psychologique où
c'était une expérience en fait avec des souris que quand elles essayaient de sortir, je me rappelle vraiment plus le nom de cette expérience, mais c'était un peu ça, des souris qui étaient mises dans un pot. À chaque fois qu'elles essayaient de sortir vers la liberté, on les lançait des coups on les électrocutait à chaque fois. Puis sur les générations de souris qui se sont mis à naître en fait, on a arrêté de donner ces coups de jus là, ces coups de courant électrique. Mais ce qui se passait, c'est que dès que un essayait de sortir, les autres le tiraient vers le bas, lui disant non, reste. Pourquoi? Parce que c'était ancré dans leur ADN que si tu essaies de sortir de la boîte, on va te donner du coup de jus. Alors que les autres n'avaient pas vu, en fait, il y avait eu tellement de générations de souris qui avaient été faites qu'au final, les souris toutes là qui étaient présentes, aucune n'avait jamais reçu un coup de jus. Mais comme c'était inscrit dans l'ADN que quand quelqu'un essaie de sortir, il faut avoir peur de cela, eh ben, c'est vraiment ce qui est retransmissible dans la communauté. C'est que quand tu essaies justement de montrer ton cheveu naturel ou de montrer que j'accepte, c'est comme si les autres souris dans la boîte t'attaquent, t'insultent, parce que c'est plus les femmes noires qui vont te dire ah t'es pas coiffée, tu ressembles à une folle, tu es comme si reviens dans la boîte en fait, reviens t'emprisonner avec nous, parce que quand tu essaies de step out, c'est interdit. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on a oppressé, on a emprisonné, on a tabassé, on a torturé, on a tué toute personne qui disait Black Panther, oh, mes cheveux, la revendication, on t'oppressait, tu ne peux pas travailler si tu as des cheveux afro, tu ne peux pas être accepté si tu as des cheveux afro, tu ne peux pas ça. En fait, c'est une politique, c'est toujours des stratégies marketing. Et alors, on disait, mais si tu veux être accepté, ben, prends la perruque. Ah, tu veux être accepté, ben, défrise-toi les cheveux. Ah, tu veux être accepté, claircis-toi la peau. Ah, tu veux être accepté, affine ton nez. Ah, tu veux. En fait, c'est des choses comme ça que aujourd'hui, quand quelqu'un essaie de mettre son cheveu afro, en fait, les autres, l'oppresseur n'a même plus besoin de faire quoi que ce soit. Il a déjà travaillé. C'est inscrit dans ton ADN, en fait. Donc, les autres vont se dire, mais non, elle est pas si belle que ça. Le pire, c'est que c'est maintenant les hommes noirs qui te font ça. C'est les hommes noirs. Ah non, moi, je peux pas sortir avec elle. Hein. C'est niafou. Ah non, ah, ces cheveux-là, ça va pas. Ah non, 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 moi, je peux pas. Ah non, 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 je peux pas. C'est parce que tu es aliéné, même que tu le veuilles, que tu veuilles l'accepter ou pas, ce n'est pas normal que ton essence, ta base, ton propre cheveu qui pousse sur ta tête, quand tu le vois sur ta sœur, tu le dénigres. C'est quelle maladie? C'est une maladie. Tu ne peux pas dire, c'est un choix. Ce n'est pas un choix. On n'appelle pas ça un choix, en fait. On n'appelle pas ça un choix. Ce sont des expériences qui ont été faites, qui ont été inscrites dans ton sang, dans ton ADN. Reconnais-le et commence à te soigner. L'époque, enfin, mon compagnon de l'époque et moi, nous nous sommes séparés et j'ai ressenti le besoin de plaire à nouveau. Le problème, c'est que avec mes cheveux courts, naturels sur ma tête, je me rendais bien compte que je n'attirais pas l'attention masculine que je voulais. Je devenais l'amie à travers laquelle on passait pour pouvoir draguer ses copines métisses, ses copines plus claires. Et donc j'ai commencé, pour rentrer dans le game, à commencer à faire des tissages, à commencer à faire des rajouts, à commencer à mettre des perruques pour pouvoir me rendre en fait regardable aux yeux de la gente masculine noire. J'avais rencontré un gars avec ma perruque en fait et donc voilà. Et en plus à l'époque je faisais la totale, je mettais des yeux verts. Donc, je mettais des lentilles. Donc, ce jour-là, je rencontre cette personne-là qui me trouve très charmante et tout. Et quelques temps plus tard, un jour, on passe une nuit ensemble. Et de là, pouf, j'enlève ma perruque et j'enlève mes yeux, mes lentilles. Et le lendemain, la personne qui me dit, mais waouh, tu sais que je t'ai dragué pour tes yeux parce que je pensais qu'ils étaient vrais. Il dit, bah, ils sont pas vrais, si tu veux, tu peux te les acheter aussi. Alors, il me dit, waouh, même les cheveux, franchement, c'est chaud. Et le pire, c'est que après, la personne m'obligeait, me disait, tu sais, je préfère quand même que tu sois coiffée quand tu me vois. Ah, je préfère quand même que tu aies tes yeux. Et en fait, c'était aussi la pression de devoir continuer pour lui plaire, il fallait que je ne sois pas mon essence. En fait, c'est parfois nos frères qui perpétuent cela.
C'est parfois nos frères. Et à un moment donné, ben déjà, quand j'étais naturelle et il y a personne qui me draguait, le jour où j'utilise des artifices pour attirer quelqu'un et que j'ai l'impression que ah c'est bon, maintenant il est habitué à mon intérieur, je peux me permettre de lui montrer, parce qu'il s'en doute très bien, il s'en doutait bien. En plus, quand il a découvert, il m'a dit oui, moi je te kiffe bien, on a une bonne vibes, mais devant mes potes et tout, ça le fait pas, faut pas que tu te présentes comme ça et tout. Moi j'ai envie qu'on se dise que je sortais avec une bombe. Et bien sûr, je l'ai quitté. Et ensuite, mais malheureusement, je devais tout le temps jouer ce jeu-là, de dire pour attirer la jante masculine, il fallait que je porte ces perruques-là. Et un jour, j'ai décidé tout simplement de me libérer de cela, de me dire si la personne me veut, elle m'acceptera telle que je suis. Et j'avoue, au niveau du dating game, ça a diminué mes options. Ça a diminué mes options. Ils sont rares les hommes qui veulent de toi avec tes cheveux naturels. Ils ont beau être touffu, machin, à part si tu es métisse ou que tu as la texture du cheveu bien bouclé, bien défini. Voilà, le good hair. Le good hair qui est bien accepté. Et le questionnement, surtout dans le dating game des femmes noires, c'est que tu te dis, déjà, c'est compliqué. Et après, tu dois te dire, le jour où il va avoir sans ma perruque, est-ce qu'il va m'apprécier? Parce que c'est aussi des questions qu'on se pose. Est-ce qu'il va m'apprécier sans ma perruque? Est-ce que si? Est-ce que si on va à la piscine? En fait, tu commences à t'interdire plein de choses. En fait, c'est une lourdeur. Quand on dit charge mentale, aujourd'hui, on dit que la charge mentale, c'est une maladie qui doit être reconnue. Vous imaginez la charge mentale liée aux cheveux noirs? Vous imaginez, à la cour de récré, je me rappelle bien un petit garçon, un jour il est venu, il a tiré ma perruque devant tout le monde. Et ça, en plus, c'est la vidéo la plus, les plus populaires sur TikTok. Voilà, il se promène, il voit une femme noire, il tire les cheveux. Vous imaginez la hantise, le traumatisme, la honte que la personne peut avoir. Vous imaginez pourquoi maintenant il faut coller la perruque jusqu'à s'arracher les cheveux devant. Vous imaginez? C'est de la démence. Et cette démence doit être reconnue pour pouvoir commencer à être soignée. On n'a pas besoin qu'une autre communauté vienne reconnaître. Parce que c'est ça le problème. C'est qu'à chaque fois, on attend que... C'est pas le problème des autres communautés, c'est le nôtre. C'est notre problème. Donc, on attend que les autres communautés mettre le mot démence dessus, mettre le mot que oui, c'est une maladie, ce problème-là, et qu'on va dire, ah oui, finalement, c'est une maladie, on va commencer à se faire soigner. Non. On n'a pas besoin, c'est quand tu vois les faits, quand tu vois que ces stratégies d'inscription de la haine profonde en fait de soi-même a été pratiquée sur des souris, ou ces stratégies de peur, de honte, c'est des stratégies qui ont été étudiées, ça a été étudié. Pour pouvoir te mettre ça, je veux dire les tortures, parfois on te dit la torture psychologique est plus forte que la torture, comment dire, physique. La torture psychologique est parfois, est même souvent plus dure que la torture physique. Avec du temps, voilà, ma sœur également a été, ma mère et ma sœur ont suivi dans ce mouvement naturel qui ne mettent plus de perruques. Ma sœur, pendant un moment donné, elle a arrêté de mettre les perruques. Ma mère, jusqu'à présent, ne met plus de perruques. Et ma sœur, elle a été confrontée au même problème que moi. C'est-à-dire que quand elle a voulu repartir dans le dating game, à se dire, bon voilà, j'ai envie de me caser et tout ça, elle se rend compte qu'avec ses cheveux naturels, afro, il y a personne qui la drague. Il y avait personne qui la draguait. Et un jour, elle se dit, bon voilà, ben tiens, elle décide d'aller dans une fête et elle achète une perruque. Elle dit, bon voilà, je vais mettre une perruque et tout pour la fête. Quand elle arrive là-bas, tout le monde, ah mais t'es trop belle, ah tes cheveux sont trop beaux. En fait, ce qui est très drôle, c'est que ce n'est pas bizarre quand tu passes d'un cheveu très court afro à la perruque, mais les gens trouvent ça bizarre quand tu passes du cheveu afro, du cheveu perruque à l'afro. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec tes cheveux? Et là, personne n'a dit qu'est-ce qui s'est passé avec tes cheveux, en fait. Tout le monde a dit, ah, mais t'es trop belle, tu devrais garder ça, pourquoi tu fais pas ça plus souvent? Voyez? Toujours cette politique, ces stratégies de marketage, en fait, de dire, il faut que tu acceptes cette perruque. C'est de jouer sur les faiblesses mentales, psychologiques des gens. Et donc, du coup, voilà, ma soeur, elle a replongé tout simplement dans la perruque parce que elle se dit, quand je trouverai l'homme, je mettrai, voilà, je me laisserai petit à petit avec mes cheveux naturels. Est-ce que ce n'est pas triste quand même? Est-ce que ce n'est pas triste? Elle-même, elle le dit.
Je n'ai pas, elle le dit, elle me dit, je n'ai pas envie de remettre les perruques, mais je me rends compte que si je veux me caser, si j'ai envie de me mettre en couple, je suis obligée de les mettre parce que depuis là, il y a plein de dragueurs qui se faufilent, qui font la file autour de ma porte. Il y a plein de personnes qui viennent me draguer. Au travail, mes collègues encouragent. C'est fou quand même. Vous imaginez le travail mental? De se dire maintenant, elle va devoir repasser. Oui, le mec, il m'a dragué. Le jour où j'enlève ma perruque. Le jour où il me fait des câlins. Comment je dois me comporter. Le jour où machin. Le jour où ici. Vous imaginez la charge mentale. Déjà, les histoires d'amour sont difficiles. Après, viens rajouter à cela cette charge mentale de devoir se poser toutes ces questions. Le jour où il y a trop de vent. Ma perruque, est-ce qu'elle va tomber? Le jour... C'est une aberration. Pour moi, il faut imposer son cheveu, il faut que ce soit naturel. Il faut que les hommes maintenant se disent que s'ils veulent sortir avec une femme noire, c'est avec une femme noire avec ses cheveux naturels. Il faut, parce qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un se jette. Il faut que quelqu'un se jette à l'eau. Il faut qu'une génération se jette à l'eau. Je sais que ça va être signe de solitude. Franchement, cette génération, c'est la génération sacrifice. Mais il faut pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour cette acceptation et pour cette reconnexion. Je suis persuadée que la reconnexion avec nos ancêtres d'antan, nos ancêtres qui ont créé des empires, cette reconnexion passe par l'acceptation du soi, l'acceptation de sa mélanine, l'acceptation de son cheveu, l'acceptation de ce qui fait notre essence. Je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour juger. Je suis juste là pour essayer de faire conscientiser certaines personnes qui pensent qu'en fait elles le font par choix personnel, qui pensent que c'est parce que c'est la mode, qui pensent que ah ouais les autres elles mettent des perruques, ah ben non c'est pas que nous. Je pense qu'il est temps que ces stratégies marketing qui jouent sur nos faiblesses, sur notre envie d'être accepté, sur notre envie d'être assimilé, ce qui joue sur nos peurs inscrites dans notre ADN, de se dire que si je mets mon cheveu naturel, si je le dévoile, je ne serai pas accepté socialement, je ne serai pas accepté. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle pourra conscientiser certaines personnes. Elle me tenait réellement à cœur, vraiment, parce que aujourd'hui, non seulement je suis une maman, je suis une épouse, et je pense qu'il est temps que ça s'arrête.